Chapitre 39. Les régiments de terre cuite parvinrent à couper l'avant-garde de l'Élysée du gros de son armée, mais la manœuvre ne provoqua pas la débandade espérée. Les vétérans des troupes de l'Élysée entrèrent de plein fouet dans le conflit, les prenant en tenaille. Tandis que les premières lignes se faisaient piétiner, impuissantes avec leurs armes contre les colosses durs comme de la pierre, les unités régulières de l'Archange avaient eu le temps de se préparer. Ordre fut donné de faire remonter sur le front tout ce qui ressemblait de près à une masse ou un marteau, bref, tout ce qui pouvait se révéler assez lourd pour briser de l'argile cuite. L'Archange dispersa aussi au milieu de ses vétérans le petit régiment de sapeurs qu'il gardait en réserve en cas de siège. Leur rôle était habituellement de casser les fondations des remparts des places fortes, bien protégées sous des défenses de bois amovibles ou des tunnels étayés en sous-sol. Ils s'y connaissaient pour trouver les points faibles des ouvrages de pierre, déjointer les moellons, agrandir les fissures, mettre le feu au mur. En revanche, ils étaient moins doués en terre cuite et en courage. Ils se retrouvaient maintenant au corps à corps sur promotion de l'Archange. Ils ne furent clairement d'aucune utilité. Pour la première fois de l'histoire militaire d'Asia, on vit courir vers la mort des soldats équipés de maillets et de burins. L'armée régulière subit de lourdes pertes. Elle vint tout de même à bout des colosses de terre cuite après de longues heures à taper à coups de masse, de fléaux d'armes, de têtes, de pioches et de merlins, et, pour les moins chanceux, de simples chaînes et de bigornes. Les golems retournèrent à la poussière, non sans avoir presque achevé toute l'avant-garde ennemie en guise de maigre consolation. Dans une charge violente, les soldats expérimentés de l'Élysée enfoncèrent alors le front principal d'Asia dans une contre-attaque farouche. Ils ne marquèrent pas la moindre pause dans ce mouvement, scindant les forces des Tartares en deux poches inégales, une au sud et une au nord. Cette dernière fut en partie protégée par le bras d'une petite rivière qui serpentait sur ce coin du plateau et servit de barrière naturelle. La stratégie de cet assaut devint lisible, diviser et massacrer une portion de l'armée adverse. Lorsqu'une averse s'abattit sur la plaine pour achever de mettre le moral des troupes en berne, le cours d'eau s'obscurcit d'un mélange de boue et de sang charrié par la pluie. Les soldats d'Asia se défendirent jusqu'à la nuit, réduits de moitié par cette offensive. La poche sud, un peu moins nombreuse, périt massacrée. C'est à ce moment que le premier panda réussit enfin à rejoindre son armée après une cavalcade désespérée à travers la forêt. Fort heureusement pour sa survie, l'Archange s'était totalement désintéressé de lui après avoir croisé l'ours Nandi, prisonnier, et surtout, divine surprise, le fragment que ce dernier possédait à la ceinture. C'est à ce hasard que le premier panda devait d'être parvenu à s'échapper avec les soldats de l'escorte, tout en peinant à éviter l'ennemi. Ils avaient donc fait un grand tour pour s'assurer de ne pas être sur le chemin de l'armée de l'Élysée. Arrivé dans sa tente de commandement, le régent s'effondra sur une chaise, épuisé. Toute la nuit, des cris de créatures d'Asia résonnèrent sur le plateau, glaçant d'effroi les survivants de la poche nord. La poche nord fut assaillie sporadiquement, mais sans engagement majeur. L'objectif modeste de cette nouvelle tactique de harcèlement consistait à empêcher l'ennemi de se reposer. Le premier panda, ayant dilapidé son principal va-tout, ne voyait plus d'échappatoire. L'essentiel de son énergie et de celle de ses soldats les plus fidèles fut gaspillé à éviter les désertions dont le nombre devenait inquiétant. L'Élysée avait gagné le versant psychologique de la bataille. Jamais le premier panda n'aurait cru perdre si rapidement. Une si grande armée aurait dû lui permettre de résister une quinzaine de jours. On se souviendrait de cette bataille comme d'une débâcle du pire stratège de l'histoire. Et l'offensive recommencerait au petit matin. Ces 90 000 soldats étaient épuisés, alors que ceux de l'Élysée étaient suffisamment nombreux pour organiser des roulements. Dans l'intimité de sa tente de commandement, le premier panda refusa de s'abandonner au désespoir. Il se prit la tête entre ses deux mains et réfléchit. Maintenant, nous devons coûte que coûte garder position en attendant les secours. Il n'y a plus d'alternative. Si je sonne la retraite, l'Archange ne nous laissera pas partir. Il aura trop peur qu'on se réorganise plus loin et il nous fera tous massacrer. Nous devons tenir jusqu'à l'arrivée du magistère, en espérant qu'il daigne enfin se secouer. S'il combat à nos côtés, il nous reste une chance. Des tambours résonnèrent au loin. La troupe, baptisée « armée de secours », entièrement constituée de créatures de sexe féminin, arriva à l'aube dans un désordre qui déstabilisa tous les soldats de métier en train de s'étriper sur le champ de bataille. Les régiments de l'Élysée reprirent position pour affronter ce nouvel et imprévisible ennemi, mais les officiers peinèrent à prendre des décisions, la faute en incombait aux mouvements erratiques de ces renforts. Elles surgissaient de partout et nulle part à la fois.
nombreuses, inorganisées, elles ne suivaient aucune stratégie de déploiement classique, devenant impossible à contrecarrer. Les officiers de l'Élysée changèrent tant de formation face aux trajectoires confuses de ce surprenant adversaire que l'armée de secours se retrouva sur eux sans qu'ils ne soient prêts à la recevoir. Ils pensaient naïvement que ces soldats se mettraient en position avant de lancer le moindre assaut, alors qu'elles attaquèrent tout simplement l'ennemi, à vue, partout où elles le croisaient. Cueillis en pleine manœuvre défensive, ils furent harcelés d'un seul coup à des centaines d'endroits à la fois, sans aucune cohérence tactique. Les créatures de l'armée de secours fonçaient sous-équipées et sous-organisées, mais tellement désireuses d'en découdre qu'une vague de panique s'empara des premières lignes de l'Élysée qui s'étiolèrent. S'ensuivit un immense mouvement de foule. L'armée de l'Élysée reflua, causant probablement davantage de morts piétinés que du fait de l'offensive. L'archange fut totalement déstabilisé. Il n'avait jamais vu une telle tactique militaire en un millénaire de guerre. Les folles ruaient dans les brancards. Médusé, il observa la débandade imprévue de ses légions depuis le ciel. Il hésitait à intervenir lui-même lorsqu'il vit l'ennemi commencer à s'équiper mieux, en se servant parmi les défunts du champ de bataille. Il remonta ses manches pour faire tomber une pluie de magma sur ses impudentes femelles, avant de se raviser. Planant dans le vent, avec l'indolence d'un simple enchantement, le magistère fermait la marche de cette cohorte de 400 000 soldats. Ses pouvoirs demeuraient intacts, contrairement à ceux de l'archange, qui ne s'était toujours pas remis complètement du sortilège de résurrection de masse qu'il avait lancé et qui avait pompé énormément dans ses réserves. Le vieux démon, son ancestral ennemi, devait déborder de magie. Il ne volait même pas en utilisant ses propres ailes. Si l'archange bombardait ses troupes, le magistère interviendrait. « Autant économiser mes pouvoirs !» se dit l'archange. Il observa son vieil ennemi avec un rictus de haine et laissa donc l'armée de secours provoquer la déroute provisoire de son armée. C'était encore préférable à s'embarquer dans un combat de magie épuisant contre l'archidémon. Le magistère planait lentement vers le champ de bataille sans même lui faire l'honneur de le remarquer, et il n'était pourtant que 2 dans les airs. Le magistère tenait fermement quelque chose dans ses mains qui accaparait toute son attention. L'archange plissa les yeux en se demandant ce qui pouvait être plus important que leur rencontre alors que leur dernier affrontement datait de plus d'1 siècle. « Une arme secrète ?» s'interrogea l'archange. « Oh, le fumier !» s'exclama-t-il. Le magistère lisait. La nouvelle de la mort du grand monolithe avait fait l'effet d'une bombe. Le peuple des pierres traquait l'annihilatrice depuis plusieurs jours. Partout, il guettait sans relâche le moindre indice, et cela finit par porter ses fruits. Ils étaient disséminés à travers toute la terre. Rien ne pouvait durablement leur échapper. L'un d'eux localisa l'annihilatrice. Un galet l'avait repérée traversant une rivière, à gué. Elle se dirigeait vers la faille noire qui séparait Asia de Cham. Ce canyon profond, creusé par l'océan fleuve lui-même, se resserrait suffisamment parfois pour être qualifié de détroit. Il deviendrait son tombeau. Les pierres envoyèrent une gigantesque armée pour intercepter et détruire l'annihilatrice pour de bon. L'assassinat du grand monolithe demeurait vif dans tous les esprits. Cette fois-ci, aucun des leurs n'osa s'opposer à cette juste vengeance. Alors, faut que je me réveille parce que c'est de la guerre. Faut que je mette un tout petit peu d'intensité. Parce que je suis pas très... parce qu'en fait, je suis pas vraiment narrateur. Oh, le fumier. Oh, le fumier. C'est la réplique. Oh, le fumier. On est bon ? Chapitre 39. Les régis... Non, bah oui, bien sûr. Enfin, j'ai un rot en plus. Chai. Chapitre 39. Les régiments de terre cuite parvinrent à couper...